L'échiquier international, bienvenue à vous avec un léger retard. Nous nous excusons. Washington a refusé les visas des responsables palestiniens avant l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies, au sein de laquelle plusieurs pays européens se disent prêts à reconnaître officiellement un État palestinien. Les États-Unis, partie prenante du conflit, n'y voient pas l'initiative d'un bon œil. On tentera d'en déterminer les raisons. Reconnaître un État palestinien ralentirait le massacre à Gaza avec son lot de catastrophes humanitaires, des massacres qui font un écho retentissant à travers le monde, à voir les différentes manifestations de soutien et la demande de l'arrêt du génocide, comme une nouvelle flottille qui s'apprête à tenter de briser le blocus, ou encore des manifestations importantes en Allemagne, à Francfort plus exactement, où pour la première fois, le tribunal administratif a rappelé qu'on n'avait pas le droit d'interdire ce type de rassemblement et que ces interdictions ou interpellations sont une violation de la liberté d'expression et du droit. Est-ce que les historiens évoqueront plus tard Gaza comme étant aussi et surtout l'endroit où le droit international a volé en éclats? Thématique du jour, à tout de suite. Gaza, où le droit international vola en éclats, sujet du jour que nous aborderons avec le chercheur et anthropologue Yazid Benhounet. Bonsoir Yazid et bienvenue. Bonsoir, merci pour l'invitation. C'est Yazid Benhounet, j'ai écorché un peu votre nom, vous m'envoyez désolé. Alors Yazid, les États-Unis, on l'a dit, ne veulent pas accorder de visa aux responsables politiques pour assister à l'Assemblée générale des Nations unies de septembre. Cette réunion tablerait sur la reconnaissance de l'État de Palestine, où officiellement plusieurs pays européens, dont la France, devraient franchir le pas historique. Le porte-parole du secrétaire général de l'ONU a déclaré, lui, qu'il était important que tous les pays observateurs permanents, y compris les Palestiniens, soient représentés, sauf que les États-Unis ne l'entendent pas de cette oreille. Oui, effectivement, c'est le dernier élément mis en avant par l'administration de Trump, mais d'une certaine manière, ce n'est pas étonnant depuis plusieurs mois déjà, outre la complicité, voire même le soutien total au génocide en Palestine de la part des États-Unis. Il y a en outre une pression qui est faite. Ah, il y a eu précédemment la pression contre les juges, les sanctions qui ont été établies en juin dernier contre des juges de la Cour pénale internationale. Et récemment, il y a une dizaine de jours, je crois, contre une autre série de sanctions qui est arrivée. Donc c'est un élément qui va dans le sens de ce que fait les États-Unis sur la Palestine, mais ce que fait aussi l'administration Trump de manière générale, c'est-à-dire qu'il s'assoit sur le droit international, sur les us et coutumes, pas simplement s'agissant de la Palestine, mais on peut évoquer la question euh, peut-être plus anecdotique sur le golfe du Mexique transformé en golfe des Amériques, les migrants aux États-Unis qui sont expulsés de Manu Militari sans avoir droit à la justice. D'une certaine manière, c'est quand la droite extrême ou l'extrême droite est au pouvoir, bon, voilà, c'est le droit international qui pâtit. Alors au début, on pensait que c'était oui, une sorte de plaisanterie, sauf que ça commence à devenir sérieux, puisque aux États-Unis, les médias parlent de plus en plus de la volonté de Trump, le président Trump, de concourir pour le prix Nobel de la paix. Là, il aurait eu, Yazid, une occasion en or et inédite, sauf que l'interdiction pour les représentants palestiniens prouve que l'entité sioniste et Washington rejettent l'idée d'un État palestinien. Par exemple, sur la plateforme X, le ministre des Affaires étrangères sioniste a remercié l'administration Trump, je cite, de cette étape courageuse et pour un soutien inconditionnel à l'entité sioniste. Oui, oui, c'est un soutien inconditionnel, mais ça, on le sait depuis fort longtemps. Et puis, je crois qu'il y a environ une quinzaine de tentatives de résolution au niveau du Conseil de sécurité de l'ONU, notamment menées par l'Algérie et par l'ambassadeur M. Benjama, pour faire en sorte qu'il y ait un cessez-le-feu en Palestine. Et systématiquement, c'est le veto des États-Unis qui a tout bloqué. Et ça fait, je pense qu'il y a une quinzaine maintenant de résolutions. Donc,
Donc totalement complice, mais en même temps, ça me renvoie d'une certaine manière, pour parler un petit peu d'anthropologie, de philosophie, à ce que disait Gilles Deleuze, hein, le philosophe, dans les années 80, quand il comparait les Indiens, les Palestiniens aux Indiens d'Amérique, en parlant des Indiens de Palestine. Il y avait, bon, d'une manière, c'était une manière de pointer du doigt le génocide à venir, le nettoyage ethnique qui se transforme actuellement en génocide, mais aussi, d'une certaine manière, le parallèle à faire avec les Indiens d'Amérique et le génocide des Indiens d'Amérique par les États-Unis. Donc, on a deux puissances coloniales entre Israël, en tout cas l'entité sioniste, et les États-Unis, qui sont main dans la main actuellement dans le génocide en Palestine. Alors le génocide en Palestine, les États-Unis et l'entité sioniste, dans leur communication sur ce fond de génocide à Gaza, depuis 22 mois, ont toujours dit combattre la résistance du Hamas et surtout libérer les otages. Concernant encore une fois cette interdiction des diplomates palestiniens de faire le voyage vers New York, Washington mettrait visiblement l'autorité palestinienne basée en Cisjordanie et le Hamas à Gaza sur le même pied. Donc combattre la résistance du Hamas et la libération des otages, ça semble être qu'un prétexte. Oui, c'est effectivement un prétexte. Si j'ai bien lu, il s'agissait de demander à l'autorité palestinienne de condamner le Hamas de manière plus vigoureuse et de s'aligner en gros sur le discours des États-Unis. Mais donc oui, effectivement, mais en même temps, c'est l'hypocrisie des États-Unis qui est mise à jour depuis plus de 2 ans, mais d'une certaine manière, c'est pas la première fois qu'un membre important du Conseil, pas la première puissance du monde, mais peut-être même la deuxième après la Chine maintenant, mais en tout cas l'un des membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU qui bafoue allègrement toutes les conventions internationales. Yazid, est-ce que par cette interdiction, on ne voudrait pas également, quand je dis on, j'englobe l'administration Trump et le département d'État américain sous influence, hein, est-ce qu'on ne viserait pas donc également et surtout à punir les Palestiniens pour leur collaboration, oui, leur travail avec la Cour pénale internationale pour justement retenir oui, le danger du génocide, ou en tout cas la menace qui pèse sur le peuple palestinien de disparition. Oui, ben là, je me souviens que quelques semaines après le 7 octobre, il y avait déjà une initiative judiciaire, en tout cas c'est l'anti-constitution, non, The Constitutional Rights, hein, c'est un mouvement un collectif de défense des droits humains aux États-Unis qui a déjà enclenché une procédure aux États-Unis par rapport à la complicité des États-Unis dans le génocide en Palestine. Donc il y a un ensemble d'éléments qui s'accumulent hein, depuis 2 ans, Mhm. qui identifient et qui dénoncent et qui en même temps documentent de manière légale les crimes perpétrés en Palestine et le génocide en Palestine, et qui en même temps pointent du doigt les complicités occidentales et en premier lieu la complicité des États-Unis, mais pas seulement. Les Donc, États-Unis, il y a effectivement du côté des États-Unis une tentative voilà, de faire taire toutes ces voix et puis faire taire tous les mécanismes légaux qui mettent en avant la complicité des États-Unis dans ce génocide. Mais j'ai vu aussi que les juges de la Cour pénale internationale qui ont été sanctionnés de la part des États-Unis, c'était aussi en raison de certaines enquêtes concernant des crimes que les États-Unis ont perpétrés en Afghanistan. ça s'appelle tout bonnement de la censure, hein, de manière indirecte. En tout cas de la pression, une pression sur le travail des juges, le travail d'éclaircissement, Oui, d'investigation. pas simplement de la pression, mais ça met aussi en avant le fait que les soi-disant États occidentaux, démocratiques, et notamment les membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU, qui sont censés être quelque part les défenseurs, en théorie,
du droit international sont les premiers à s'asseoir dessus lorsque leurs intérêts entrent en jeu. Je vais prendre un exemple qui va sans doute parler au public algérien. Là, je lisais récemment un ouvrage sur le droit international et je vais prendre une petite citation qui va peut-être vous intéresser. C'est une citation de Robertson, Juge Robertson, donc, dans Crimes Against Humanities, The Struggle for Global Justice, où il dit que la France, dans sa lutte coloniale pour conserver le contrôle de l'Algérie, offre un autre exemple de la manière dont un membre permanent de l'ONU a pu violer sans vergogne la Déclaration des droits de l'homme, la Convention sur le génocide et les conventions de Genève au cours de la décennie qui a suivi leur adoption. Son armée s'est livrée à toutes les violations possibles, torture généralisée de personnes qu'elle considérait comme des terroristes et qui pour la plupart ne faisaient que revendiquer leurs droits fondamentaux, assassinat, waterboarding, adopté plus tard par les États-Unis, et largage de suspects depuis des avions, adopté plus tard par l'Argentine. Alors le waterboarding, c'est quand on étouffe des personnes avec de l'eau, là en faisant une simulation de noyade. Noyade, oui. Oui. Et aux conventions internationales violées par l'État français, on peut aussi ajouter le protocole de Genève concernant l'interdiction d'utiliser en temps de guerre des gaz asphyxiants, toxiques ou similaires et des méthodes bactériologiques de guerre signé par la France elle-même le 17 juin 1925 et ratifié le 10 mai 1926. On Là, a je fais fait, référence on a fait une justement émission sur ça sur les concernant armes chimiques les armes chimiques, les armes interdites, alors que la utilisées. Donc, France avait signé justement leur interdiction au lendemain de la Première Guerre mondiale, mais on a vu qu'elle n'avait pas respecté ces mêmes traités. Alors pour revenir Juste pour dire que pour le public algérien, en tout cas le public un peu averti, ça ne devrait pas surprendre beaucoup qu'un membre dit occidental s'assoie complètement, viole totalement le droit international, euh, commette des crimes contre l'humanité, commette aussi des génocides. Voilà, c'est quelque alors, chose qui on- malheureusement a déjà existé. Alors les États-Unis, on va aller plus loin par rapport à ce non-respect du droit international, puisque les États-Unis ne sont pas censés refuser des visas aux fonctionnaires diplomatiques qui se rendent à l'ONU. La mesure, bon, ne devrait pas, c'est un peu flou, mais en tout cas la mesure ne devrait pas s'appliquer au président de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas, qui se rendra normalement à cette session qui se tiendra du 9 au 23 septembre prochain. Mais c'est déjà arrivé, hein, le refus de visa en 88. On se rappelle que Yasser Arafat, chef de l'OLP, avait prononcé un discours lors d'une session spéciale de l'ONU à Genève plutôt que New York, après un refus justement des États-Unis de le laisser entrer sur leur territoire. On oublie, pour revenir au présent, que c'est Netanyahou qui fait, lui, l'objet d'un mandat d'arrêt émis par la CPI. Pourtant, c'est le dernier des inquiets, puisqu'on a vu Netanyahou se rendre en Hongrie, il a traversé aussi l'espace aérien européen, et pourtant, je l'ai dit, hein, c'est le dernier des inquiets, alors que l'autorité palestinienne, leurs représentants, se donnent rendez-vous avec d'autres représentations européennes, justement pour plaider enfin l'inscription officiellement de l'État palestinien dans l'hémicycle onusien. C'est un peu le monde à l'envers. Oui, oui, mais effectivement, c'est le monde à l'envers du point de vue du droit international, mais en même temps, d'une certaine manière, les masques tombent. C'est-à-dire que le génocide en Palestine, c'est pas simplement Israël. Israël tout seul n'aurait pas pu perpétrer ce génocide. C'est qu'il a le soutien militaire, politique, diplomatique, économique des États occidentaux et en particulier des États-Unis qui le soutient de manière indéfectible. Et c'est aller contre le droit international et contre la Cour pénale internationale d'accueillir à deux reprises, il me semble, le génocidaire Netanyahou aux États-Unis, en faisant fi voilà, de tous les mandats, en faisant fi des mandats qui ont été délivrés à son encontre et à l'encontre de Yoav Gallant également. Alors pour revenir justement à cette session qui se tiendra donc du 9 au 23 septembre prochain, Donald Trump, président américain, prévoit à cette Assemblée générale de l'ONU de prononcer le premier discours. Cela risque d'être une ambiance un peu particulière, avec peut-être l'absence d'une grande partie de la délégation palestinienne.
mais même l'environnement depuis le début de l'entrée en fonction du président Trump, puisque l'administration Trump a nettement limité ses relations avec les Nations Unies et d'autres organisations internationales. L'ONU devient de plus en plus, selon la vision trumpienne, une organisation sans substance réelle. Trump le démontre chaque jour, il le démontre clairement. On revient peut-être à ce que disait De Gaulle sur l'ONU, qui l'affublait de machins entre les mains des États-Unis. Difficile donc pour cette institution, pour l'ONU, de dire ce droit international dans de telles conditions. Oui, effectivement. Après, je sais, il faudrait demander aux diplomates aguerris comment les choses peuvent être prises justement au niveau de l'ONU. Je ne pourrais pas vous dire quelle va être l'ambiance dans quelques jours à l'ONU, à l'Assemblée générale. Est-ce que, il y aura un effet de soumission à la puissance américaine ou au contraire un effet de révolte? Parce que moi, j'attends justement qu'il y ait une révolte. Ça fait 2 ans qu'on est témoin non seulement d'un génocide, mais pire que ça, c'est-à-dire que on a aussi une violation tout azimut du droit international, non seulement de la part de l'entité sioniste, mais aussi de la part d'un certain nombre d'États qui sont complices, et au premier chef, les États-Unis, et sans que ça ne suscite, à mon avis, une révolte suffisante. Je crois que il y a un moment, et c'est pas que le génocide en Palestine, toutes les mesures prises par Trump ces derniers mois Les à tarifs l'encontre de douaniers, par différents exemple. États. Pardon? Les tarifs douaniers, par exemple, les juges Oui, américains ont dit que c'était anticonstitutionnel et ça allait à l'encontre du droit américain. oui, Mais le mais président Trump a fait appel, donc il pense gagner en Cour suprême. oui, mais également les velléités de s'accaparer le Groenland, les menaces contre le Canada, l'envoi de migrants de manière dans des prisons au Nicaragua de manière totalement, de mon point de vue, illégale. Plein d'éléments qui font que la puissance américaine sous Trump est une puissance débridée qui est un danger pour, pas simplement pour la Palestine, mais pour le monde entier. Et j'espère qu'il y aura un effet de révolte. Alors, un effet de Euh, révolte, peut-être qu'il va venir avec je dis peut-être, avec le président français Emmanuel Macron, puisque fin juillet, il avait déjà annoncé que la France allait reconnaître l'État de Palestine à l'Assemblée générale de l'ONU. Dans la foulée, plusieurs pays, une dizaine de pays occidentaux et d'autres suivraient ce mouvement. On serait donc, Yazid, à quelques jours d'une date historique pour la cause palestinienne. Et la France s'inscrirait dans ce que vous appelez oui, la révolte, en tout cas le soubresaut anti-américain sur la question palestinienne. Alors, je reste pour ma part très prudent parce que Emmanuel Macron, c'est aussi lui qui était venu en Algérie en 2017 pour nous dire que la colonisation était un crime contre l'humanité. Le Et au candidat final, Macron, hein. C'était pas le président oui, Macron, candidat. Il y a le une différence. candidat, oui, Ouais. non, le candidat, mais au final, on a une politique coloniale au Sahara occidental, un soutien à la politique coloniale au Sahara occidental. Mhm. On a eu un redéploiement du colonialisme avec le gel du corps électoral en Nouvelle-Calédonie, Kanaki. Et on a la relation France-Algérie qui s'est dégradée d'une manière euh, euh, exécrable. Et à mon avis, c'est lié pas simplement à la position française sur le Sahara occidental, c'est lié à mon avis à la position française s'agissant du génocide en Palestine, la position française par rapport justement à l'Algérie et à la reconnaissance des crimes coloniaux. Donc, je suis assez prudent. J'attends de voir quelle va être la position du président français Ben, on va voir. euh, en septembre à l'ONU et quelles vont être les mesures concrètes par la suite. Mais Et je ne sais pas, il y a eu rapidement. cet été, il y a eu une plainte qui a été déposée par 114 juges, 114, non pas juges, mais 114 avocats Ah, français Yazid, à l'encontre du président Macron on- et de Yazid, certains hauts responsables politiques français. Et Yes. c'est une On, plainte on- qui
Yazid, pointe je vous du coupe. doigt. On essaiera d'en parler pour une autre émission. On est obligé de rendre l'antenne. Je vous dis merci beaucoup, Yazid Ben Houned, d'avoir été avec nous. Et merci d'avoir nourri les échanges. À bientôt. Merci. L'échiquier Merci. international est terminé pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi. Bonne suite des programmes sur Al24 News et à demain.